Bonjour, donc une nouvelle séance de ce cours P212 qui est l'introduction à l'astrophysique. Cette séance d'aujourd'hui est sur les trous noirs, donc c'est les objets les plus mystérieux, les plus intéressants de cet univers. Bon, on ne connaît pas beaucoup d'informations sur les trous noirs, sauf les choses théoriques. Et bien sûr, il y a quelques mesures qui ont été faites indirectement sur les trous noirs. Donc, on va voir tout ce qu'on connaît sur les trous noirs. Je ne vais pas mettre des équations, sauf quelques petites équations dans le cas classique. Je ne vais pas entrer dans les détails de relativité générale, qui est la théorie qui décrit vraiment les trous noirs. Donc, je me limite au cas classique. Bon, les trous noirs sont par définition donc tout objet qui a un champ gravitationnel assez intense pour empêcher la lumière de s'échapper est un trou noir. Donc, ce sont des objets dont la gravité est tellement intense que même un photon euh, qui est sans masse, même un photon qui est incapable d'échapper la force gravitationnelle de cet objet. Donc, dans ce cas, on appelle cet objet un trou noir. Bon, dans cet univers, il y a deux types principaux de trous noirs. Il y a les trous noirs stellaires, il y a les trous noirs supermassifs. Bon, pour les trous noirs stellaires, ce sont les trous noirs qui sont créés par l'évolution d'une étoile massive. Donc, comme vous avez vu dans le cas de la vie d'une étoile, ou bien la fin de vie d'une étoile qui se transforme, une étoile massive qui se transforme en trou noir. Donc, ce sont des trous noirs dont on connaît très bien le mode de formation, comment ils se forment, leur masse, leurs propriétés, etc. Donc, ils sont partout dans les galaxies. Il y a plusieurs millions, même des dizaines de millions de ces trous noirs dans chaque galaxie. Donc, c'est la mort des étoiles massives qui fait créer ces trous stellaires. Donc, leur masse varie d'à peu près 3 masses solaires jusqu'à des dizaines de masses solaires. Il y a un deuxième type de trous noirs qui sont les trous noirs supermassifs. Donc, comme leur nom l'indique, ils ont des masses très grandes. Ces trous noirs sont situés au centre des galaxies, donc au centre de chaque galaxie. Il existe un trou noir immense, supermassif, un ou deux par galaxie. Le mode de formation de ces trous noirs est très mal connu, donc il n'est pas aussi connu que pour les trous noirs stellaires. Leur masse est énorme, donc ça commence à plusieurs centaines de masses solaires jusqu'à des milliers, même des millions de fois la masse solaire. Donc il existe seulement au centre des galaxies, autour desquelles tournent les galaxies, des masses énormes. Leur formation est toujours mal connue. Bon, je me limite donc au cas classique, à la description classique des trous noirs. Donc, vous avez déjà vu dans le chapitre gravité qu'il y a une certaine vitesse de libération. Donc, c'est la vitesse minimale à partir de laquelle un corps peut s'échapper à la force gravitationnelle d'un objet massif. Donc, cette vitesse, elle est donnée par la racine de 2gm divisé par le rayon R. Vous avez déjà vu ça dans le chapitre gravité. Bon, pour un trou noir, il n'y a pas une vitesse de libération suffisante pour pouvoir s'échapper. Même pour un photon. Le photon qui a une vitesse C, qui est la plus grande vitesse possible de cet univers, même cette vitesse C n'est pas suffisante pour s'échapper de la gravitation d'un trou noir. Donc, pour un trou noir,
la vitesse de libération est plus grande que c. Et bien sûr, des vitesses plus grandes que c, ça n'existe pas. Donc, il est impossible de s'échapper d'un trou noir, même pour un rayon lumineux, même avec la vitesse c, il est impossible de s'échapper. Bon, je vous mets ici une petite présentation. Voilà, donc c'est un corps qui a le même volume, une planète, disons, ou bien un astre qui a le même volume. S'il n'est pas très dense, donc vous pouvez lancer des objets, ils peuvent revenir, même avec suffisamment de vitesse, ils peuvent s'échapper. Un objet plus dense, bon, le corps est plus attiré vers l'astre, donc il va remonter d'une quantité inférieure à un objet moins dense. Et ainsi de suite, si on augmente la densité d'un astre, donc par suite, si on augmente sa gravité, il est plus difficile de faire libérer un objet. Vous remarquez qu'il peut monter d'une petite quantité et puis il retombe directement. Mais pour un photon, dans ce cas, pour un photon, il peut toujours s'échapper. Mais si nous passons vers un trou noir, vous voyez bien que même un rayon lumineux, il est incapable de s'échapper. Donc même un rayon lumineux, il va subir une trajectoire en courbe qui tourne et retourne vers le trou noir de manière à ne pas laisser ce rayon lumineux s'échapper vers l'espace. À côté, une autre représentation. Vous voyez ici, il y a une étoile ordinaire de séquence principale, comme toutes les étoiles de cet univers. Donc, vous trouvez les rayons lumineux qui s'échappent dans toutes les directions. Ils sont capables de s'échapper parce que la vitesse de libération sur ces étoiles est inférieure à c, donc toute la lumière peut s'échapper. Bon, avec une étoile à neutrons, c'est plus difficile, mais il y a toujours une partie qui s'échappe vers l'espace. Des étoiles de neutrons plus massives encore, ça devient plus difficile, mais quand même, il y a quelques rayons, il y a quelques lumières qui est toujours capable de s'échapper. Mais dans le cas particulier d'un trou noir, aucun rayon lumineux ne peut s'échapper. Donc, il va essayer de s'échapper, puis il va faire marche inverse et retourner vers le trou noir. Donc, ces trous noirs sont complètement obscurs. Il n'y a aucune lumière qui se dégage de ces objets célestes, les trous noirs. Donc, ils sont complètement noirs, complètement obscurs. Il n'y a aucun moyen de recevoir de la lumière qui est issue directement de ces trous noirs. Bon, en fait, ces trous noirs, ils sont entourés d'une sphère, une sphère qu'on appelle, bien sûr, c'est une sphère fictive. Il n'y a pas de limite matérielle pour cette sphère. Donc, cette sphère qu'on appelle l'horizon des événements, Event Horizon. Donc, cet horizon des événements, il représente une sphère autour du trou noir, à partir de laquelle aucun objet ne peut s'échapper, même la lumière. Donc, c'est un trou noir qui a un centre très dense, de masse, de densité infinie, d'une masse très grande, de volume presque nul, qu'on appelle la singularité, qui est entouré d'une certaine sphère fictive qu'on appelle l'horizon des événements. Donc, à partir de cette sphère, bien sûr, vers l'intérieur, aucun objet, aucun rayon lumineux ne peut s'échapper vers l'espace. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cette sphère ne peut jamais se libérer du trou noir. Donc, à l'extérieur de la sphère, il y a des photons qui peuvent s'échapper vers l'espace. Mais une fois ils ont franchi cette limite, ils sont à l'intérieur de cette sphère, il n'y a aucun objet, aucun rayonnement qui peut s'échapper. Donc, on suppose que le centre du trou noir, qui est de densité infinie, de volume nul,
peut-être un volume nul, c'est ce qu'on suppose. On appelle ça la singularité. Donc, il y a une singularité qui représente un peu ce trou noir au centre de cette sphère. Et il y a donc une sphère autour de cette singularité qui a un rayon qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Donc, Schwarzschild est un physicien allemand, un astronome allemand, donc il a établi l'existence de cette sphère. Donc, il y a une sphère de rayon appelée le rayon de Schwarzschild qui se trouve autour, qui enveloppe ce trou noir. Donc, à partir de laquelle rien ne peut s'échapper du trou noir. Bon, comment trouver ce rayon? Je vais utiliser un cas de calcul classique. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas établir maintenant la dérivation d'un cas relativiste dans le cadre de la relativité générale. Je laisse ça pour les cours de l'année prochaine. Je vais me contenter dans ce cours-là par les cas classiques. Donc, on va faire un calcul classique newtonien, un peu approximatif pour trouver ce rayon de Schwarzschild. Bon, on va utiliser un rayon lumineux. On va prendre la conservation de l'énergie d'un rayon lumineux ou bien d'un photon qui est émis par cet astre ou bien par ce trou noir de masse grand M. Bon, bien sûr, le rayon lumineux ne va pas être émis, donc on suppose que son énergie est nulle, qui est formée de l'addition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Bon, pour un rayon lumineux, l'énergie cinétique est 1 demi mc carré, puisque sa vitesse est c. Donc, au lieu de v, il y a c. Il y a l'énergie potentielle qui est moins gmm sur r. On a vu ça dans le chapitre de gravité. Donc, cette somme qui est égale à 0. Donc, on fait l'égalité. Donc, nous tirons l'expression de ce rayon de Schwarzschild qui est 2gm sur c carré. Donc, c'est le rayon de Schwarzschild qu'on peut trouver pour n'importe quel objet massif dans l'espace. Pour n'importe quel objet, on peut calculer le rayon de Schwarzschild. Par exemple, dans le cas de notre Soleil, bon, si on calcule le rayon de Schwarzschild de notre Soleil, on trouve que c'est de l'ordre de 3 km. Donc, c'est très petit. Ça ne veut pas dire que notre Soleil est un trou noir. Ça veut dire que si ce Soleil est comprimé, il est comprimé dans une sphère de rayon moins que 3 km, donc la densité devient tellement grande que ce Soleil va devenir un trou noir parce qu'il est tellement comprimé, donc la densité devient très, très grande. Mais ce n'est pas un cas réel, donc notre Soleil ne veut pas se transformer en trou noir, mais c'est un cas théorique de calcul du rayon de Schwarzschild. Pour notre planète Terre, par exemple, la planète Terre, son rayon de Schwarzschild est de l'ordre de 9 mm. C'est-à-dire, si notre planète est comprimée dans un volume ou bien dans une sphère de rayon 9 mm, elle se transforme en trou noir. Donc, si vous trouvez un moyen de faire comprimer toute cette planète en une petite bille de rayon 9 mm, donc cette planète devient un trou noir. Donc, vous imaginez que la densité dans un trou noir, c'est une valeur qui est énorme, qui est très grande. Bon, puisque rien ne peut s'échapper à partir de ce rayon de Schwarzschild, les informations sont piégées à l'intérieur du trou noir. Donc, toutes les informations qui peuvent nous décrire un trou noir, ils sont piégés à l'intérieur. Donc, il est impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette sphère au-delà de ce rayon de Schwarzschild. Donc, il est impossible de connaître même la répartition de la matière en fonction de rayons. Donc,
nous supposons qu'il y a une singularité au centre dans laquelle se concentre toute la masse, mais c'est toujours une supposition. Euh, Peut-être que la masse n'est pas vraiment toute concentrée en ce point, mais la théorie la plus probable c'est qu'il y a une singularité au centre. Donc, on ne peut pas définir la densité d'une manière exacte dans un trou noir. Mais bon, le seul moyen de décrire cette masse, c'est de prendre la densité moyenne, ou bien la masse volumique moyenne. Donc, simplement, on fait le rapport de la masse sur le volume. Donc, la masse du trou noir sur le volume de la sphère de Schwarzschild. Donc, de la sphère qui a un rayon RS, le rayon de Schwarzschild. Donc, dans ce trou noir, si on le considère comme une sphère de rayon R de Schwarzschild, donc sa densité qui est M sur V, donc M sur le volume de la sphère 4 tiers pi R3. Bon, le rayon, il est celui de Schwarzschild, donc on remplace R par 2gm sur c carré. On trouve cette expression, donc 3, 6 à la puissance 6 sur 32 pi g à la puissance 3 fois 1 sur m carré. Donc, cette quantité 3C6 sur 32 pi G3, elle est une constante, elle a une valeur constante, il n'y a pas de variable. Donc, vous trouvez que la densité, donc, elle est inversement proportionnelle à la masse au carré. Ce qui est un peu bizarre parce que ce résultat nous montre que donc, si la masse augmente, la densité du trou noir diminue. Et à l'inverse, si la masse euh, du trou noir est plus faible, donc sa densité est plus élevée. Donc, ça confirme ce qu'on a vu dans le TD et dans le chapitre de gravité, qu'il est plus dangereux de se trouver sur à côté, ou bien il est plus dangereux de se trouver à côté d'un trou noir euh, de petite masse que de se trouver à côté ou bien à proximité d'un trou noir de grande masse. Puisque quand la masse est plus faible, la densité est beaucoup plus élevée et donc l'attraction ou bien le gradient de l'attraction gravitationnelle sur un objet est beaucoup plus important à proximité d'un trou noir de faible masse. Bon, faible masse, c'est-à-dire à l'échelle astronomique, c'est plusieurs fois la masse solaire, bien sûr. Bon, donc pour décrire ou bien essayer de décrire un trou noir, il est nécessaire de connaître seulement 3 paramètres. Il n'y a pas d'autres paramètres qui peuvent décrire un trou noir. Il y a seulement 3 paramètres qui sont la masse. La masse, bien sûr, elle est mesurée par des effets de gravitation. Donc, s'il y a un objet qui est à côté de ce trou noir ou bien qui tourne autour euh, du trou noir en orbite, donc par observation de sa trajectoire, on peut déterminer la masse du trou noir. Il y a aussi un deuxième paramètre qui est la charge totale, ou bien la charge électrique du trou noir, donc qui est mesurée par l'intensité de la force électrique à proximité de ce trou noir. Et il y a bien sûr son moment cinétique, son spin, c'est-à-dire la vitesse de rotation de ce trou noir. Bon, ce qu'on a vu pour le rayon de Schwarzschild et cette densité-là, c'est un calcul qui est fait, c'est un calcul classique qui est fait pour un trou noir qui n'est pas en rotation. Quand le trou noir il est en rotation, il y a une petite variation de ces paramètres. Mais le calcul qu'on a fait, c'est un calcul classique concernant les trous noirs qui ne sont pas en rotation, qu'on appelle les trous noirs de Schwarzschild. Bon, si le trou noir il est en rotation, donc il y a d'autres paramètres à considérer. Bon, mais
Dans ce cas, donc, on va se limiter à ces trois paramètres. Bon, ce sont les trois paramètres même pour les trous noirs en rotation, mais le calcul sera un peu différent. Bon, quand la matière entre dans le trou noir, donc toutes ses propriétés vont disparaître. Donc tout ce qui est structure atomique, tout ce qui est composition chimique, couleur, taille, forme, photons, électrons, gluons, protons, tout ça, toutes ces propriétés disparaissent. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Donc, nous supposons que toutes ces propriétés disparaissent et que les lois physiques que nous connaissons ne sont plus applicables à l'intérieur du trou noir. Il y a d'autres lois physiques qui seront appliquées que nous ne connaissons pas encore, puisqu'il n'y a aucun moyen de faire des mesures donc à l'intérieur de cette sphère de Schwarzschild. Bon, quand ces trous noirs ils sont en rotation, il y a la formation de ce qu'on appelle une ergosphère autour du trou noir ou bien à l'extérieur de son horizon. Dans l'ergosphère, donc cette ergosphère qui est montrée là en couleur marron, donc il y a la sphère de Schwarzschild en bleu, il y a tout ça autour de la sphère, ce qu'on appelle l'ergosphère. Donc dans cette région qu'on appelle l'ergorégion, dans cette ergorégion, même l'espace-temps il est entraîné avec la rotation de ce trou noir. Et surtout si la vitesse de rotation est élevée. Donc, tout l'espace-temps autour de cette singularité, ou bien autour de cette sphère de Schwarzschild, il est entraîné. Rappelez-vous de l'accélération d'entraînement que vous avez pris dans le cours de mécanique. Donc, cet effet, on appelle l'effet de Lenz-Sering. Donc, il y a cette ergorégion qui est entre la sphère de Schwarzschild, ou bien entre l'horizon et la limite de cette ergosphère. Il y a cette région qu'on appelle l'ergorégion. Dans ce cas, l'espace-temps, donc, il est entraîné. Donc, s'il y a un observateur qui se trouve dans cette zone, dans cette ergorégion, cet observateur, il va observer les étoiles aux alentours de ce trou noir. Il va observer les étoiles comme si elles étaient en train de bouger, des mouvements oscillatoires, tout simplement, parce que l'espace-temps lui-même, il est en train d'être entraîné par cette rotation du trou noir. Bon. Un autre paramètre qu'on peut observer pour les trous noirs, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion, ou bien ce qu'on appelle l'accretion disk en anglais. Donc, c'est une structure qui est formée par de la matière qui est en orbite autour du trou noir. Donc, s'il y a de la matière autour du trou noir, cette matière va être attirée par le trou noir. Elle va commencer à tourner en orbite autour du trou noir. Quand je dis autour du trou noir, c'est-à-dire autour de l'horizon, qui est à une distance de rayon de Schwarzschild du centre du trou noir. Donc, toutes ces matières, ou bien toute cette matière va commencer à tourner en orbite autour de cet horizon. Et les régions intérieures, bien sûr, vont tourner plus rapidement, d'où il y a des températures qui vont s'élever, les frottements, les effets de frottement qui vont s'élever, puisque l'accélération est énorme et très grande, donc leur vitesse s'approche de la vitesse C, la vitesse de la lumière. Donc, les forces gravitationnelles qui sont très intenses, ils vont comprimer cette matière, ils vont augmenter la température de cette matière qui devient bien sûr ionisée, elle devient des particules élémentaires, ce qui va provoquer l'émission de rayons électromagnétiques sous forme de rayons X et de rayons gamma. Donc ici un exemple, s'il y a
une étoile à côté de ce trou noir. Donc, cette étoile va être aspirée peu à peu autour du trou noir. Donc, elle va être consommée. La matière de cette étoile va être consommée. Elle devient de la matière qui tourne en spirale autour de ce trou noir et donc elle va s'ioniser. Il y a une partie qui va entrer à l'intérieur de l'horizon et disparaître. Et il y a l'autre partie qui va être émise sous forme de rayonnement électromagnétique. Donc, vous voyez là une photo d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Vous voyez la lumière, la matière qui est très lumineuse parce qu'elle est très chauffée et elle émet des rayonnements X et gamma. Donc, ces particules sont en rotation, sont accélérées à des vitesses énormes. Donc, il y a beaucoup de chaleur, il y a émission donc, de rayons X et de rayons gamma que nous pouvons observer même à partir de la Terre. Ces disques d'accrétion sont aussi appelés les quasars. Les quasars qui sont les corps les plus anciens de l'univers, qui sont les corps qui ont été formés au début de l'univers. Donc, ils sont les objets les plus éloignés que nous pouvons observer. Donc, ce quasar, c'est un nuage, une nébuleuse de matière, de poussière qui entoure un trou noir et qui est en rotation autour de ce trou noir, qui alimente ce trou noir par de la matière et une partie de cette énergie, de cette matière, est rayonnée sous forme d'énergie de rayons X et rayonnement gamma. Bon, j'arrive à une autre propriété des trous noirs. On va voir ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, Hawking radiation. C'est un phénomène selon lequel on peut détecter un rayonnement de corps noir qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Le rayonnement de corps noir, je vous rappelle que le corps noir, c'est un corps idéal qui émet, exactement toute l'énergie qu'il reçoit. Donc, il reçoit une certaine énergie, il la réémet complètement sous forme de rayonnement. Donc, cet effet de corps noir sur le trou noir, c'est le phénomène de vieillissement des trous noirs. C'est le phénomène par lequel les trous noirs vieillissent et qui vont être, avec le temps, vont être consommés. Donc, après consommation de tout le disque d'accrétion, donc après consommation de toute la matière qui est autour de ce trou noir, il n'est plus nourri par de nouvelles particules, par de la matière. Donc, il n'y a plus de nouvelles matières à jeter dans ce trou noir. Et donc, vous savez qu'il y a une conversion entre masse et énergie, donc particules et énergie. Il y a toujours création de paires de particules, antiparticules qui s'annihilent instantanément. Si il y a une particule ou bien une paire de particules qui se crée très proche de l'horizon, c'est-à-dire à la limite de l'horizon, la force gravitationnelle qui est très intense, elle va séparer cette paire et l'empêcher de s'annihiler. Donc, il y a une partie de cette paire qui est absorbée par le trou noir. Il y a l'autre partie qui est rayonnée vers l'espace sous forme de rayonnement gamma. Donc, ce rayonnement, c'est-à-dire qu'il y a une petite énergie, une fraction d'énergie qui est perdue par le trou noir. Donc, il y a de l'énergie qui est émise, mais c'est un processus qui est très faible, qui est très lent. Mais à force de se répéter à plusieurs reprises sur des milliards d'années, il va éventuellement, ce phénomène va consommer tout le trou noir et que tout le trou noir va être rayonné dans l'espace. Donc, c'est un procès qui est extrêmement long. À nos jours, nous sommes incapables d'observer ce phénomène parce que
l'univers n'est pas assez vieux pour avoir le temps de consommer tout un trou noir. Donc la consommation d'un trou noir par le rayonnement de Hawking, c'est un procès qui a besoin de centaines de milliards d'années. Donc je vous rappelle, l'âge de notre univers, c'est 13,7 milliards d'années. Or, pour consommer un trou noir par le rayonnement de Hawking, on a besoin de centaines, même de milliers de milliards d'années. Donc, de ce point de vue, à cette échelle-là, notre univers est donc encore très jeune pour pouvoir observer des rayonnements de Hawking ou bien la disparition d'un trou noir. Donc, c'est quelque chose qui sera observable d'ici une centaine de milliards d'années. Donc, ce ne sera pas nous qui vont l'observer. Voilà une schématisation de ce rayonnement de Hawking. Donc, il y a les paires particules, antiparticules ou bien matière, antimatière qui vont se créer aux frontières de l'horizon. Il y a des rayonnements gamma, des paires matière, antimatière. Donc, par la force de gravité qui est très intense, ces paires vont être séparées. Il y a donc une partie qui entre dans l'horizon et qui disparaît dans le trou noir, et il y a une autre partie qui va être mise dans l'espace. Donc, c'est une perte d'énergie du trou noir qui, avec le temps, avec des milliards, des milliards et des milliards d'années, vont consommer tout le trou noir. Bon, je termine avec ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc, c'est l'effet, ou bien ce sont les effets d'une forte gravité, ou bien les effets de corps très massifs qui font une certaine courbure sur les trajets de rayons lumineux. C'est ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle. Donc, c'est un effet qui est produit par la présence d'un corps très massif, d'une gravité très élevée. Dans notre cas, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est le trou noir. Donc, s'il y a un trou noir entre un observateur et un objet qui se trouve derrière ce trou noir, l'observateur va observer une image euh, qui est un peu différente de ce qu'on voit normalement s'il n'y avait pas cet effet gravitationnel. Donc, l'effet de gravitation qui est très élevé, il va créer des courbures dans les trajectoires des rayons lumineux. Donc, un rayon lumineux qui vient d'un objet derrière le trou noir, qui arrive en ligne droite, il va être courbé ou bien dévié par cette gravitation. Donc, on observe deux images ou bien des images un peu différentes de l'objet que s'il n'y avait pas ce trou noir. Donc, il y a, comme vous le voyez sur cette image, il y a des courbures sur les trajectoires des rayons lumineux. C'est ce qu'on appelle le gravitational lensing ou bien la lentille gravitationnelle. Bon, je vous mets une présentation ici. Donc, si le trou noir se trouve à cette distance de l'astre, donc vous trouvez, ou bien vous observez cette image. S'il est plus proche, vous observez ça, ou bien deux images différentes. À fur et à mesure que ce trou noir s'approche ou bien se trouve sur la trajectoire entre l'observateur et l'objet, donc c'est l'image que nous observons. S'il est directement le trou noir entre l'observateur et l'objet, sur une ligne droite, donc on va en observer un anneau puisque les rayons lumineux de tous les côtés vont faire des courbures de tous les côtés. Donc ce qu'on observe, c'est un anneau autour du trou noir qu'on appelle les anneaux d'Einstein. Ces anneaux, donc, c'est des observations indirectes de la présence de trous noirs, donc qui servent à agrandir un peu l'image des objets célestes. C'est pourquoi on appelle ça les lentilles gravitationnelles. Ils agrandissent un peu l'image des objets célestes.
Et c'est l'effet donc qui nous montre ou bien euh, qui nous, euh, qui nous fait la preuve de l'existence de ces trous noirs, même avant les observations très précises que nous avons aujourd'hui. Bon, donc je termine cette partie donc, du cours. À la fois prochaine, on va commencer le dernier chapitre, qui est le chapitre cosmologie. Dans ce chapitre, on va retrouver donc les calculs différentiels et les équations mathématiques. Euh, donc, je laisse ça pour la séance prochaine.